Tout de suite, le journal. La grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition du journal télévisé, ouverture des travaux de la 55e session du comité des experts des pays membres de l'OHADA. Clôture à Kinshasa des assises de la revue annuelle des performances 2023 par les ministres provinciaux de l'éducation nationale venus des 26 provinces du pays. Grâce au partenariat signé entre la province du Kasaï central et l'entreprise Modern Construction, la ville de Kananga et des environs pourront bientôt être électrifiées. En marge des festivités des 50 ans de l'ISTI, du FASIC, la RTNC vous propose les anciennes figures qui ont marqué la télévision nationale congolaise. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Et moi, c'est Pauline Kabangu Chita. Ce soir, je ne serai pas seule, mais en compagnie de mon ancien confrère, Jean-René Mpoutubidoya. Il va vous présenter une intéressante chronique intitulée « La liberté de la presse dans un média public ». Nous commençons ce journal par une information sur l'ouverture des travaux de l'ONADA à Kinshasa. Les travaux de la 55e session du comité des experts des pays membres de l'OHADA ont été ouverts en République démocratique du Congo en présentiel et en visioconférence. Des questions liées notamment au développement économique en Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo, ainsi que le multilinguisme étaient au centre des discussions. Jean-Richard Koualé. Les actes uniformes que vous connaissez. Ouvert par le président national de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, les travaux de la 55e session du comité des experts des pays membres de la dite organisation se tient à Kinshasa en présentiel et en visioconférence. La République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OHADA incarne cette vision en fournissant un cadre dynamique qui soutient l'intégration régionale et les pratiques économiques fluides. Il en va de même pour les transactions électroniques, un sujet qui n'est pas des moindres. Donc là encore, le chemin de l'avenir est entrouvert, est tracé, et d'autres sujets viennent se rajouter, le statut des juges, qui est également non des moindres, les questions de RSE qui viennent également se juxtaposer. Donc tout ça pour dire que notre droit au WADA est en marche. Pour attirer les investissements nécessaires à son développement, la RDC devait offrir un environnement juridique prévisible et sécurisé, et le WADA est un partenaire essentiel dans cette quête, a indiqué son secrétaire permanent. Pour le futur, les experts des pays membres devraient prendre à bras le corps la question sur le multilinguisme. La ville de Kananga et des environs seront électrifiées très prochainement grâce au partenariat signé entre la province du Kasaï central et l'entreprise Construction. Le dossier de l'évolution des travaux de la chute Mbombo se trouve déjà sur le bureau
du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. André Mbata. Un reportage de Robert Ndaye Chisense. Le du Kassai central, John Kabea Chikai, a conduit l'opérateur Arish auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoube Soumangou. Sur la table, l'électrification de la province du Kassai central à partir de la chute Mbombo et l'aérogare de Kananga financée par l'entreprise Modern Construction. Chute Mbombo fournira à la ville de Kananga 10 MW et les travaux démarrent le 15 octobre prochain. Grâce à chef de l'État, nous avons eu les deux projets. Les premiers projets que nous avons eu les aérogare de Kananga que nous avons, je vous confirme, pendant que je suis en train de vous donner l'interview, ce projet-là est déjà commencé, c'est déjà démarré. Et nous allons faire tout pour finir ce projet-là moins d'une année. Le deuxième projet que nous avons eu pour les chutes et Bombo, qui est déjà, sera en marche, si c'est plus tard, le 15 octobre. Grâce à la volonté manifeste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Kassai central se met petit à petit sur la voie de développement. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui cherche à venir dans ma province. Nous avons voulu donner un sens élevé dans cette province qui semblait être abandonnée. Et nous avons recréé l'espoir qui était perdu dans la tête de la plupart de la population centre-kassaïenne. Sur le plan des infrastructures, il y a des grandes constructions dans la province du Kassai central. La construction d'une grande université, que le chef de l'État lui-même s'est mis à l'œuvre. Il y a la construction, soit la réhabilitation de l'Athénée de Kamaï, il y a la construction de la morgue. Depuis l'époque coloniale, il y avait une morgue de 9 places. Aujourd'hui, c'est 54 places. Parce que d'ici une année, 2 ans, vous allez voir comment cette province va remonter sur le chéquier national. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est en première ligne pour booster le développement du Kassai central, ne ménage aucun effort pour que tous les projets initiés par le président de la République aboutissent dans le délai. L'année scolaire 2023-2024 devra être une année particulière. La bonne marche du sous-secteur de l'éducation au bénéfice des enfants congolais est une obligation, a souligné le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, M. Tony Mwamba, qui a clôturé les assises de la revue annuelle des performances 2023. Il a annoncé la réception des écoles construites dans le cadre du programme des développements de 145 territoires. Un reportage de Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Tchibango. Après l'audition des résolutions de l'atelier annuel de l'évaluation des activités de l'inspection scolaire édition 2023, la lecture du rapport final des assises assortie des recommandations. Sécuriser davantage les animateurs provinciaux, dont les inspecteurs principaux provinciaux, qui sont l'objet de harcèlement par les politiques, les cours et tribunaux et autres services de sécurité en affectant un avocat conseil par province administrative. Le ministre Tony Mwamba, qui a clôturé ses travaux de 3 jours, s'est interrogé de l'inertie sur le terrain alors que les responsables provinciaux ont tous le moyen en ce qui les concerne pour y répondre. L'amélioration de la qualité de l'enseignement pour la bonne gouvernance et la redevabilité. Voyez-vous, depuis très longtemps, l'enseignement semblait déjà être quelque chose de la politique. On ne tenait pas compte de la qualité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, avec des séances de travail que nous multiplions, vous avez vu vous-même que nous avons commencé avec la table ronde, les parents, disons, ont compris qu'il fallait envoyer les enfants à l'école. L'année scolaire 2023-2024 devrait être une année particulière caractérisée par des itinérances effrénées. L'occasion pour le ministre Tony Mwamba d'annoncer la réception des écoles construites dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Il a par ailleurs exhorté le ministre provinciaux présent à ces assises de bien aider les gouverneurs pour la bonne marche du sous-secteur de l'éducation au profit des enfants congolais. Un changement technique va intervenir sous peu pour donner un nouveau souffle dans certaines entités scolaires. Quelques étudiants de l'université de Kinshasa ont obtenu des bourses d'études pour la Chine. La cérémonie de remise de ces bourses a eu lieu à l'UNIKIN, en présence de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Eddie Chala.
Ces étudiants de l'ex-Lovanium sont donc les premiers bénéficiaires de ces bourses chinoises au grand bonheur du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi Butondo, qui a dans son mot de circonstance renseigné qu'ils sont fiers de compter parmi nos partenaires privilégiés la République populaire de Chine, qui s'est toujours montrée impliquée dans la coopération universitaire. De plus en plus, les cadres scientifiques congolais formés en Chine dispensent des cours au pays, ce qui favorise aussi la relève académique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a aussi profité de l'occasion pour exprimer les remerciements de la République démocratique du Congo à la Chine à travers son ambassadeur. La Chine est restée parmi les rares pays qui ont gardé des relations de coopération entre nous et eux, notamment dans le domaine des universités, et cela doit être applaudi. Plusieurs projets concernant le secteur de l'enseignement supérieur sont d'ores et déjà lancés avec l'Empire du Milieu. Pour les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, cette cérémonie tombe à point nommé car, dit-il, il s'agit là de l'expression parfaite de la coopération qui existe entre la République démocratique du Congo et la Chine. Aux étudiants de se rendre éligibles, car ce partenariat va assurément permettre à la colline inspirée d'améliorer son carnet de compétences, a conclu le numéro 1 de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Au deuxième jour de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, le directeur général de Trans Academia, Georges Ongelo, a mis l'accent sur les facilités et les conditions de transport de l'étudiant congolais d'aujourd'hui. Ricky Nzuziloya, reportage. Transport dédié, seuls les étudiants congolais ont goûté à ces délices. Depuis la dotation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de plusieurs bus à Trans Academia. Le directeur général Georges Ongelo Danga, accompagné du directeur général adjoint José Makengo, était panéliste au deuxième jour de l'exposition des universités de la RDC. Il a exposé sur le thème Trans Academia, transport de l'avenir, une mobilité assurée, confort et sécurité. Trans Academia est venu donc encourager les jeunes étudiants à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Nous avons apporté un vent nouveau dans le secteur du transport avec notre solution de paiement dématérialisé qui est quelque chose made in Congo, fait par de jeunes Congolais qui sont le personnel de Trans Academia. Nous sommes venus ainsi pour encourager les jeunes gens à croire à un rêve. Le chef de l'État a eu un rêve, c'est lui d'assurer les transports pour les étudiants. Aujourd'hui, c'est une réalité. À cette exposition, Trans Academia a érigé un stand pour faciliter les abonnements pendant cette activité foraine. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'a été le deuxième jour de cette grande exposition des universités de la République démocratique du Congo à partir du musée national de la RDC, Ricky Nzuziloya Mayawel pour la RTNC. Les étudiants de l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme et ceux de l'Académie des beaux-arts, soumis au concours du concept de design de l'urbanisme tactique, ont reçu leur brevet. La cérémonie était présidée par le coordonnateur de la cellule des infrastructures. Des prix d'encouragement pour 30 étudiants de l'Académie des beaux-arts et de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme. Après leur participation au concours dénommé Concept Design de l'urbanisme tactique, ces lauréats sont récompensés. On attend du gouvernement qui puisse mobiliser des fonds pour qu'on puisse réaliser cela, pour donner notre facette de l'art et du graphisme en question. Pour moi, le graphisme peut arriver à sensibiliser les populations, transmettre un message sur la manière comment conduire sur les routes. La population va beaucoup en bénéficier avec le message qu'on lance, puisque c'est une sensibilisation à la population. Ils sauront où traverser et ça va les empêcher d'avoir des accidents, et même aussi les chauffeurs eux-mêmes aussi seront sensibilisés. Organisé en juin et juillet 2023 par la JICA, ce concours s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville-province Kinshasa. L'objectif est de sensibiliser tous les usagers de la route au respect des prescrits du nouveau code de la route. Nous visons
l'appropriation de la sécurité routière par les étudiants. Un projet qui bénéficie d'un financement de l'Agence japonaise de coopération internationale. À cette même occasion, les étudiants en tant qu'usagers de la route ont été sensibilisés sur le respect du code de la route, gage de la sécurité routière et de lutte contre les embouteillages dans les grandes villes comme Kinshasa. Parmi les parties prenantes dans ce projet, citons notamment le ministère des ITP, la cellule des infrastructures, la CNPR et autres. Ce projet vise le désengorgement des grands acteurs de la capitale. L'introduction de la budgétisation des investissements publics en autorisation d'engagement et de crédit de paiement, c'est l'un des points abordés dans le rapport de la mission que vient d'effectuer à Kinshasa le Centre d'assistance technique pour l'Afrique centrale du Fonds monétaire international. Ce groupe a fait la restitution à la ministre d'État, ministre de Plan, Madame Judith Souminoua Tuluka. Reportage Françoise Bouela, Pompon Oumba. L'assistance technique pour l'Afrique centrale du Fonds monétaire international a effectué une mission à Kinshasa. Objectif, renforcer les capacités sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Fonds sur la gestion orthodoxe des finances publiques. Notre entretien a tourné autour de la restitution de notre mission que nous avons réalisée, ça fait 2 semaines, sur l'accompagnement des autorités congolaises à la mise en œuvre de certaines recommandations de l'évaluation de la gestion des finances publiques qui a été conduite par le Fonds monétaire international. Nous avons travaillé avec 6 ministères pilotes que le gouvernement a désignés pour faire l'expérimentation de cette budgétisation en AECP qui est importante surtout pour l'investissement public. Et là, il faut bien budgétiser l'investissement public en retenant un certain nombre d'informations qui doivent renseigner l'Assemblée nationale en termes d'autorisation de signature des contrats d'investissement public dans la durée. Satisfaite de ce rapport, la ministre d'État, ministre du Plan Judith Souminoua Tuluka et ses hôtes ont convenu de mettre sur pied une feuille de route afin de poursuivre ces réformes vers l'ensemble des ministères dans les prochaines années. L'accord cadre d'Addis Abeba revisité. Les travaux d'évaluation de cet instrument de paix se sont clôturés aujourd'hui au CEPAS. Plusieurs experts ont examiné l'accord pendant 2 jours pour en proposer des solutions adaptées pour un retour effectif de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et aussi de la région. La coordinatrice adjointe du mécanisme national de suivi, Madame Julienne Lusenge, qui a clôturé ses assises, c'est donc elle qui a clôturé ses assises au nom du coordonnateur qui était empêché. Joël Kayembe et Tony Djouma. Pendant 2 jours, plusieurs experts ont mis ensemble leur intelligence et réflexion pour évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba. À l'issue de cet atelier axé sur la redynamisation du mécanisme national de suivi de l'accord signé il y a 10 ans, quelques recommandations ont été formulées. Parmi toutes les résolutions et recommandations issues de cet atelier, je voudrais épingler quelques points qui nous paraissent urgents. Parmi d'autres, numéro 1, redynamisation du MNS. Faut-il redynamiser seulement la structure ou plutôt revisiter, revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba? 2. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé dans un contexte de crise où la RDC était en situation de faiblesse. Les engagements imposés à la RDC ont toujours semblé toucher à sa souveraineté et n'ont jamais eu de répondants du côté des autres pays signataires. L'absence de mécanismes de contrainte a fait que les pays voisins de la RDC, particulièrement le Rwanda, l'Ouganda, complices de la poursuite de la belligérance, n'ont jamais été stigmatisés pour leur non-respect des engagements. 3. La revitalisation ou la révisitation de cet accord devra évaluer sans complaisance et de façon équitable le respect ou non
des engagements des uns et des autres. Cet atelier de révisitation qui tire les rideaux vise à consolider les progrès et les processus de mise en œuvre efficace de l'accord d'Addis Abeba en encourageant les partenaires régionaux, internationaux, les partenaires techniques et financiers à tenir leurs promesses pour le développement économique de la RDC et de la région. Partage d'expérience entre l'inspection générale de la police nationale congolaise et l'inspectorat général des FARDC. Les deux personnalités qui étaient à l'œuvre, accompagnées chacun de ses proches collaborateurs, ont examiné plusieurs questions sur la gestion et l'organisation de ces deux inspections afin de redynamiser la police et l'armée. Joël Kayembe et Junior Bonyoma, reportage. C'est une première depuis la nuit des temps dans l'histoire de la sécurité nationale de la RDC que l'inspectorat général des forces armées et l'inspection générale de la police nationale congolaise se réunissent autour d'une même table pour partager l'expérience. Cette rencontre entre les deux organes de contrôle par excellence revêt une importance particulière qui vient de jeter les jalons d'une police nationale professionnelle et une armée républicaine organisée. En ce jour, l'inspection générale de la police vient s'inspirer du modèle de gestion de l'organe qui partage les mêmes missions. L'inspectorat général de l'armée date de longtemps. Nous venons derrière eux. Il a fallu emboîter leur pas, venir échanger avec l'inspecteur général Tango Fort, qui a une expertise administrative et opérationnelle. Nous voulons nous aussi construire une police républicaine. Mais cette police républicaine, nous voulons construire aujourd'hui, nous devons maîtriser les effectifs. Le général d'armée des FARDC salue la démarche coopérative de ces deux inspections. C'est une bonne initiative. Nous sommes rencontrés, on fait les échanges, puisqu'il y a la police et l'armée, pour que les pays marchent correctement. Dans l'armée, dans la police, il faut que les inspecteurs se mettent debout pour contrôler et suivre les directives des différentes autorités. Donc nous, les ministres de la Défense, il y a aussi les ministres de l'Intérieur, pour avoir une forte armée qui peut réussir dans des missions. On a fait un grand travail. Nous sommes vraiment très très contents de ce travail d'aujourd'hui. Donc ça va donner beaucoup de fruits pour l'avenir. Avec une vocation et des missions étroitement liées, l'inspectorat général des FARDC et l'inspection générale de la police vont contribuer à maîtriser les effectifs et procéder au contrôle dans tous les services de la police comme dans ceux de l'armée. Dans l'optique de parfaire les relations qui existent entre l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo, quelques mois après la signature du protocole d'accord, le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de la sous-traitance, a eu des échanges avec le numéro 1 de la sous-traitance afin de se mettre d'accord sur la mise en place d'une commission, une commission mixte chargée du suivi du guide sectoriel. Les explications dans ce reportage de Joël Makela. Du protocole d'accord d'étroite collaboration intervenu en mars dernier entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo, les deux parties ont pris la résolution de mettre sur pied une commission paritaire qui va pouvoir œuvrer à l'évaluation des activités reprises dans le guide sectoriel. Voilà entre autres le motif de la visite de la délégation du vice-président national de la FEC en charge de la Commission nationale de la sous-traitance auprès du directeur général de l'ARSP. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord avec le directeur général de l'ARSP pour essayer de mettre en place très rapidement cette commission paritaire, d'autant plus que l'ARSP a déjà lancé des missions de contrôle dans les entreprises. L'un des principaux objets de cette mission, ce serait d'une part de rassurer les entreprises identifiées dans la chaîne de la sous-traitance en ce qui concerne l'approche, qui est une approche pédagogique et une approche de régulation. La mise en place de cette approche de suivi sur l'application de la loi sur la sous-traitance apportera un impact positif sur les résultats en finish. Voilà ce que pense l'honorable Miguel Cachal-Katem. Nous voyons comment le président de la République prend à cœur l'entrepreneuriat,
Et raison pour laquelle nous nous mettons ensemble avec la FEC pour pouvoir relever ces défis. Et je peux le dire, la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. Et nous allons créer ces millionnaires-là et ces milliardaires attendus par toute la population congolaise, mais dans un climat des affaires gagnant-gagnant qui va permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver. Tout compte fait, l'implémentation des prescrits de la loi qui régule la sous-traitance au secteur privé demeure une priorité non négociable pour le numéro 1 de la RSP. La gratuité de la maternité. Bientôt, elle sera effective, principalement dans la ville de Kikwit, avec la construction d'un centre hospitalier moderne. Ce centre aura 25 chambres et 2 salles d'accouchement. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, a visité l'évolution des travaux de finissage à Kikwit. Robert Ndaye, Turbo, Chimanga. C'est un nouveau bâtiment sorti des terres en plein centre-ville de Kikwit et qui servira d'une maternité moderne pour les mamans de Kikwit. Ce bâtiment, d'un niveau avec 25 chambres, abritera un service de gynécologie obstétrique avec 2 blocs opératoires, 2 salles d'accouchement. À cela s'ajoute un laboratoire et une pharmacie. Ces centres hospitaliers en pleine construction, dont les travaux de finissage sont presque finis, a été visité par l'initiateur, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, qui a reçu des assurances de l'architecte que l'ouvrage sera équipé et livré dans le délai pour répondre à la demande de Maman de Kikwit pour un accouchement sécurisé. Les bénéficiaires remercient le président de la République qui matérialise ainsi sa vision de la gratuité de la maternité. Non loin de ces centres hospitaliers en construction, Claude Ibalanki a construit des pavillons pour un marché moderne et répondre positivement à la demande de la population du Grand Bandundu. Pour ces mamans, c'est ça leur occupation principale. Il y a des enfants qui sont allés à l'université avec l'argent de ces marchés. Alors on a vu les conditions dans lesquelles ces mamans travaillent et vous pouvez vous rendre compte, il y a des marchés qui sont faits des bois de bambou, avec des bâches, avec les kitikwa là au-dessus et tout le reste, et c'est pas normal. Alors nous avons pensé améliorer leurs conditions de travail et ça va attirer beaucoup plus de clients et ils vont avoir beaucoup plus de revenus. La commune de Lukemi est fortement menacée par une érosion qui progresse à une grande vitesse. Nous pensons qu'il va pas seulement lui, il va dire ça au chef de l'État, il va dire ça au gouvernement et tout le monde pour que cette érosion s'arrête le plus rapidement possible. La population a profité du passage de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, pour interpeller le ministère des ITPR afin d'arrêter la progression de cette dangereuse tête d'érosion. Les assises organisées par la Fédération internationale des géomètres à Orlando, en Floride, aux États-Unis, avaient comme thème « Protéger le monde pour conquérir de nouvelles frontières ». La République démocratique du Congo y a pris part à travers la Fédération des géomètres du Congo et une séance de restitution a eu lieu hier à Kinshasa. Reportage Rodé Banda. Protéger notre monde, conquérir de nouvelles frontières, ce thème interpellateur a occupé la place de choix lors des assises tenues à Orlando, en Floride, aux États-Unis d'Amérique, par la Fédération internationale des géomètres. La Terre, qui est le fondement de la vie humaine, reste en éternelle menace des changements climatiques, catastrophes naturelles, sans compter les érosions causées par des constructions anarchiques. La terre en RDC est souvent source de conflits qui détériorent la cohésion nationale. Pourtant, les services des géomètres, spécialistes dans la gestion des terres, devraient être impliqués sur tous les processus de lotissement et répartition des terrains. Le gouvernement congolais a l'obligation d'appliquer l'auscultation pour sécuriser le monde. Les espaces déclarés sinistrés doivent être reconquis. La présidente de la Fédération des géomètres de la RDC, Godelive Panzou, a fait la restitution de ce forum des États-Unis d'Amérique. C'est surtout le thème qui a retenu mon attention. Le thème qui dit protéger le monde pour conquérir d'autres frontières. Chaque nation devrait d'abord sécuriser l'espace de sa vie humaine avant d'aller conquérir d'autres mondes.
d'autres frontières en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vouloir conquérir notre monde. L'exemple de la cité du fleuve. Mais si toute la technologie a été mise sur pied, conquérir l'eau, peut-être qu'on n'allait pas connaître les désastres qu'on a connus. Alors je donne un conseil au gouvernement congolais de faire accompagner le géomètre dans tous les projets. Le géomètre a toujours été en amont, pendant et à la fin. Il faut l'auscultation. L'exemple de Hong Kong où il y a eu remblaiement de 650 hectares pour l'aéroport. Après les assises des USA, Kinshasa, capitale de la RD, a été retenue pour abriter en 2024 le prochain forum de la Fédération internationale des géomètres d'Afrique. Et puis, ce lancement de l'opération de retraçage de signalisation horizontale à Kinshasa, les marquages étant en voie de disparition. C'est le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement qui a donné le go. Premier tronçon, les abords de la cité de l'Union africaine. C'est une opération qui devra s'étendre sur tout le territoire national. Au 21h, heure locale de Kinshasa, le ministre des Transports ne se donne pas de repos ici, au croisement des avenues de la Montagne et Laurent Désiré Kabila, au prolongement de la route Matadi. Maître Marc Ekilali Kombo a donné le coup d'envoi du vaste programme gouvernemental de signalisation horizontale, dont ce premier passage piéton juste devant la cité de l'Union africaine. Objectif, rendre plus parlantes les routes congolaises et quinoises, prévenir les accidents routiers et lutter efficacement contre les embouteillages fréquents dans la capitale congolaise, car en effet, les marquages au sol favorisent une bonne communication entre les conducteurs et autres usagers des routes. En face de la cité de l'Union africaine, l'endroit est symbolique pour le ministre qui s'inscrit en bon élève de la vision du chef de l'État. En train de faire, c'est vrai que le défi est énorme, mais nous avons pensé qu'il faut aller progressivement. Et voilà, aujourd'hui, nous avons, en dehors de ce qui a été fait l'année passée et en début de l'année. Cette activité de haute portée a connu la participation du président de la Commission nationale de prévention routière, de quelques membres du comité dirigeant et tant d'autres invités de marque. Après cette phase expérimentale, la CNPR va étendre cette opération de marquage au sol sur toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa avant d'envisager l'étape des provinces. Voilà, je me tourne maintenant vers mon confrère, mon ancien confrère, Jean-René Mpoutebidoya. Alors, il va nous présenter sa chronique, à nous tous, une chronique très intéressante intitulée « La liberté de la presse dans un média public ». Bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir, Madame Pauline Kabangochita. Merci de me faire l'honneur de passer dans votre journal. Vous êtes l'une des meilleures présentatrices de journal TV que nous ayons connu dans notre pays. Je le sais. Je sais de quoi je parle. Oui. Commençons cette chronique par une question très simple. Combien de journalistes sont assassinés dans le monde chaque année? La réponse est tout aussi simple. De 50 à 150 journalistes sont tués dans l'exercice de leurs fonctions dans le monde. Tous ces confrères et consoeurs perdent leur vie parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont le droit et le devoir d'exercer la liberté de la presse. Mais est-il possible d'exercer cette liberté dans un média public comme l'Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision, OZRT, ou la radio-télévision nationale congolaise, RTNC? Tout part de la définition du média public. L'audiovisuel public ou la radiodiffusion publique représente l'ensemble des stations de radio, chaînes de télévision et autres médias électroniques
dont la première mission est le service public. Jusque-là, tout va bien. La télévision publique appartient donc au public, autrement dit, à la population. Mais tout devient compliqué quand on dit que la radio-télévision publique est un média d'État. Or, dans tout pays, il y a un chef d'État, un gouvernement de l'État, un parlement de l'État, etc. Et le glissement est facile. On pense, peut-être à tort, que la télévision de l'État, c'est la propriété privée du chef de l'État, c'est la propriété privée du Parlement, du gouvernement. Rappelez-vous que tous les discours à la nation de tous les chefs d'État que vous connaissez passent à la télévision nationale, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Amérique. Les ordonnances présidentielles sont lues à la télévision nationale. Mais aussi, les coups d'État sont officialisés par la télévision nationale. Quand il y a un putsch, quand il y a, regardez le Niger, quand il y a des militaires qui font un coup d'État, aussi longtemps qu'ils ne sont pas passés sur la télévision nationale, on dit qu'il n'y a pas de coup d'État. Vous l'avez compris, les journalistes qui travaillent dans un média public voient leur liberté confisquée. Confisquée parce qu'ils ne peuvent dire que ce qui plaît aux dirigeants politiques. Ceci se passe surtout dans les pays où le mode de gouvernance s'appelle dictature. Une précision de taille, il s'agit d'une situation générale, non particulière à un pays. Requestion. La liberté de presse peut-elle s'exercer dans un média public? Réponse, oui, mais à deux conditions. La première condition, il faut d'abord que les journalistes soient courageux. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités en faisant tout simplement leur travail, c'est-à-dire recueillir les informations, les traiter et les diffuser en toute responsabilité. Deuxième condition, il faut que les dirigeants politiques des pays concernés assurent la liberté d'expression pour toute la population, sans verser dans le libertinage. Heureusement, en République démocratique du Congo, la liberté de presse est garantie par la Constitution. Et le paysage médiatique est multiforme. Tenez, 600 radios communautaires et un demi-millier de radios généralistes privées, de télévision, presse papier, presse électronique, etc. C'est énorme. Très peu de pays en Afrique disposent d'une panoplie d'organes de presse comme la République démocratique du Congo. Je souhaite courage et détermination à tous les journalistes, animateurs, chroniqueurs qui travaillent dans les médias publics. Courage à l'ISTI IFASIC, courage au comité de gestion et au conseil d'administration de la RTNC, à Madame Sylvie, courage à tout le personnel de la RTNC et merci à vous, Madame Pauline Kabango-Chita. Je vais vous poser quand même une question. Vous avez parlé des statistiques des journalistes tués à travers le monde. Vous avez une idée des journalistes tués au Congo? Au Congo, actuellement, ou depuis Mobutu, depuis que nous sommes, vous et moi, journalistes. Bon, il y en a beaucoup, le chiffre exact n'est pas connu, oui. Parce que vous savez, le mode dictatorial d'éliminer les gens, c'était quoi? C'était parfois faire disparaître des gens en silence, ouais, sans laisser de traces. Alors, si on dit 20, 50, 100, il peut s'agir de 500, parce qu'on ne sait jamais, il y en a beaucoup qui ont disparu sans laisser de traces. Et en ce qui concerne notre pays, vous et moi, on a travaillé à une période, j'ai évoqué une période de la dictature mobusienne. On a montré quelques passages, quelques livres, le livre que nous avons écrit. C'est un livre écrit par des journalistes qui travaillaient avec vous à la RTNC, à l'OZRT. Comment on travaillait à la RTNC, à l'OZRT? Vous connaissez les ciseaux d'or? C'est quoi? Les ciseaux d'or. Vous avez oublié? Oui. Les ciseaux d'or,
c'était ce mode qu'il y avait de couper, n'est-ce pas? Quand le journaliste écrit son texte, on venait biffer ce qui ne correspondait pas au mode opératoire du régime. Bon, de toutes les façons, pour le moment, nous avons la liberté de presse et je peux dire l'État congolais est un État de liberté de presse. Merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas d'ingérence du ministère des Sports dans les activités que mène la LINAFOOT dans l'organisation de la division d'honneur, comme d'aucuns le pensent. Le ministre des Sports, François Kabulo Mwana Kabulo, a fait cette mise au point par la bouche de son conseiller. Écoutons. C'est demain samedi, 26 août, que s'ouvre le congrès extraordinaire de l'UDPS à Kinshasa. Ceci pour entériner la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que le corps de l'élite scientifique de ce parti était en matinée scientifique aujourd'hui. Alain Mbikaï. Alors c'est même ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Jamendo.com Jamendo.com